Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on sera accompagné d'un invité d'honneur en la personne de Damien, Monsieur Stoïque pour les intimes. Dis bonjour. Oui, bah oui. Dis bonjour aux abonnés. J'ai fait coucou à la caméra, mais j'ai pas dit bonjour. Ben, bonjour à tous, du coup. Ok. Et merci de me recevoir sur votre podcast pour un sujet qui sera très intéressant. En l'occurrence, le sujet c'est les pivots, les deloads. Euh, voilà, les pivots, les deloads. Pourquoi, comment, est-ce qu'ils sont indispensables? Donc en gros, voilà, on va essayer d'épiloguer un petit peu là-dessus. Sur voilà, on va vous donner notre avis, notre expertise sur voilà, quand est-ce qu'on fait des pivots, si on en fait systématiquement, etc. Donc on a beaucoup de points à aborder a priori. Et voilà. Donc je vais peut-être commencer déjà par une question du coup. Pour vous, c'est quoi la différence entre un pivot, un deload, une semaine d'introduction même, j'irai jusque là, j'ose aller jusque là. Donc histoire voilà, qu'on établisse un petit peu les points clés quoi et qu'on définisse un petit peu les termes quoi. Tu veux commencer, Ben? Allez, c'est parti, hein. Pour moi, bon, déjà, tout ça, ça s'inclut. Et je pense que c'est bien de le préciser pour peut-être ceux qui sont un peu moins experts en programmation, selon les méthodes qu'ils utilisent. Ça s'inclut dans les stratégies qui servent, on va dire, à structurer la programmation entre les blocs d'entraînement. Donc, c'est des stratégies pour soit enchaîner des blocs ou la semaine d'introduction qui fait partie du bloc, mais ça reste quand même une semaine, on va dire, de transition entre deux blocs. Je pense que là-dessus, étant donné notre background, on va dire, de philosophie d'entraînement, je pense qu'on sera tous à peu près d'accord sur les définitions. C'est-à-dire que pour moi, la, la version la plus ancienne, la plus classique, c'est le deload. Le deload qui est envisagé un peu comme une stratégie de récupération entre des blocs où d'une façon ou d'une autre, on va réduire la charge d'entraînement, que ce soit par l'intensité, le volume, etc. Ensuite, il y a pour moi le pivot. C'est ce qui a été introduit par Mike Scherrer, hein, par Reactive Training Systems. C'est la stratégie qui consiste à, au-delà du deload, à concevoir voilà, cette ou ces semaines d'entraînement entre les blocs comme des parties de la programmation à part entière et qui a d'autres objectifs en plus du deload, en fait, en plus de la récupération, sur lesquels on reviendra après. Et ensuite, bon, la semaine d'introduction, ça c'est peut-être quelque chose qu'on voyait moins avant, qui se fait beaucoup plus aujourd'hui. Je sais qu'il y a pas mal de coachs américains, mais pas que, qui utilisent cette stratégie. Là, c'est un espèce de deload qui serait intégré au nouveau bloc avec une première semaine qui serait plus légère, qui permettrait à la fois de récupérer du bloc précédent et d'introduire, comme son nom l'indique, le nouveau bloc. Et voilà, pour moi, c'est à peu près les trois stratégies qu'on peut mettre en place entre deux blocs d'entraînement. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que concrètement, comment ça se matérialise? Pour moi, une semaine d'introduction, ça va être une semaine sur laquelle tous les mouvements seront identiques à ceux qu'on va faire pendant le bloc. Aussi bien, enfin même les protocoles du coup seront identiques. La seule chose qui va changer, ça va être un petit peu euh, soit le volume qui sera un peu plus bas, soit l'intensité qui sera un peu plus basse aussi. Donc pour moi, c'est vraiment la différence avec un pivot ou un deload. La semaine d'introduction, elle sert vraiment à se préparer au bloc et elle a pas vraiment. Moi, je trouve qu'elle a moins vocation à être une semaine de transition que les deux autres, dans le sens où, voilà, comme j'ai dit, elle sert à se préparer à ce qui va arriver. Donc, euh, donc voilà. Et pour pivot et deload, pour le coup, là, oui, je pense qu'on est dans un système de transition, peut-être encore plus le pivot. Mais je pense que même le deload, dans une certaine mesure, ou dans un deload, souvent aussi, on retrouve cette notion de, on va baisser la charge, on va baisser l'intensité, on va baisser le volume, mais aussi parfois, on va un petit peu changer, enlever quelques exercices, etc. Au final, on voit que c'est assez proche de la semaine d'introduction. Mais là où le pivot est assez différent, et je pense que je te laisserai rebondir là-dessus Damien après, c'est que bah, souvent on va changer aussi les exercices, on va changer pas mal de choses parce que le seul objectif d'un pivot, c'est pas juste de réduire la fatigue. Oui, Donc je exact. te laisse la main Damien. Eh bien, merci. Vous avez déjà dit pas mal de choses, c'est intéressant. Je vais pas de suite élaborer de façon précise sur le pivot. Je vais plus répondre simplement à ta question.
Euh, je vais commencer par la semaine d'introduction. Alors moi, contrairement à vous, visiblement, je l'utilise d'une façon assez différente. La semaine d'intro, en fait, pour moi, c'est un outil qui me sert à gérer le timing en fait des blocs, notamment dans le cas d'une compétition. Oui, aussi, ouais. S'il faut éventuellement rallonger un bloc pour faire match le time to peak avec la compétition, en fait. Si par exemple, ça c'est assez fréquent, un athlète me dit j'ai une compétition dans 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, ce qui est très court. Bon, parfois ils n'ont pas le choix de prévenir aussi tard. Et que en fait, au niveau du bloc qu'on est en train de faire et éventuellement voilà, de l'agencement possible d'ici la compétition, je vais pas pouvoir faire par exemple un pivot, enfin, ou du moins terminer le bloc, faire un pivot et le bloc, etc. Soit j'aurai une semaine en trop ou 2 semaines en trop, soit il me manquera une semaine pour faire matcher. Et là, généralement, c'est là où je vais utiliser une semaine d'introduction, c'est-à-dire je vais faire mon pivot. Et suite au pivot, je vais faire une semaine d'intro qui sera pas forcément identique à celle du bloc. Contrairement à ce que tu disais dans mon cas, David, où à peu près tout était similaire, moi justement j'ai tendance à changer certaines variables, notamment sur la fin de semaine ou le début de semaine, ça dépend de comment le bloc est agencé, mais sur ce qui est moins important, tout ce qui est variante, etc. Je vais avoir tendance justement à mettre de la variation par rapport à ce qu'il y aura dans le bloc pour en fait faire un petit peu une césure dans le stimulus qu'il y aura tout au long du bloc par rapport justement au time to peak et aux différentes expositions. Pour éviter, par anticipation on va dire, et par prévention, qu'en fait cette première semaine puisse empiéter sur le time to peak réel de l'athlète. Je fais en sorte que c'est une semaine où il s'entraîne vraiment, bon, un petit peu allégé bien évidemment par rapport au bloc, mais où même si on va dire la grosse base, si c'est par exemple des singles, peut persister sur cette semaine d'introduction, le reste, je vais avoir tendance à faire un petit peu une rotation pour justement avoir, comme je disais, Ok, cette ouais. différence dans le stimulus. Donc c'est un peu un entre-deux entre le pivot et, et la semaine d'intro, quoi. Enfin, tels qu'ils sont conçus classiques. Oui, en vrai, on pourrait dire ça comme ça. Mais on va dire par rapport à la différence, c'est que la semaine d'introduction, c'est quelque chose qui est absolument pas systématique euh, et que je vais vraiment utiliser dans des cas très spécifiques ou à la Ouais, demande de c'est ça, l'athlète, ça. où j'ai par exemple en exemple un athlète, Barnabé, avec qui on fait plus de pivot en fait et on enchaîne les blocs avec juste une semaine d'intro très light qui au final fait une espèce de semi-deload pivot qui fait office de 100 en quelque sorte. Et voilà, lui, on fait Ouais, plus de pivot parce qu'on a mis en place un système de RPE progressif sur ces blocs. Donc forcément, vu qu'il commence RPE 6, il n'y a pas besoin de faire un vrai pivot extrêmement ouais, ouais. light et peu spécifique C'est avant la semaine intéressant, RPE ça. 6, quoi. On Euh, reviendra là-dessus. oui, voilà, là vraiment, je mets le contexte global. Pour ce qui est du coup de la différence pivot-deload, alors moi en vrai, si je devais généraliser pour les gens qui nous écoutent, ce serait concrètement le deload, c'est une semaine qui s'apparente assez fortement à ton bloc ou au bloc suivant, mais qui est juste plus light en termes d'intensité ou de volume, voilà. Donc ça reste assez spécifique et assez routinier. Et ce mot est important et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Là où le pivot justement va permettre d'avoir une plus grosse césure dans le stimulus. On y reviendra après par rapport au contexte du time to peak, etc. En quoi c'est intéressant dans le cadre d'emerging strategies. Mais voilà, le pivot permet beaucoup plus de variété et en fait a d'autres intérêts que, comme tu le disais, je sais plus si c'était Ben ou David, juste réduire la fatigue en fait, comme le fait un deload. L'idée c'est justement d'apporter différentes choses qui sont utiles à la fois à court terme et à long terme et qui sont utiles autant physiquement que psychologiquement. Donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, ça fait un peu le contexte global et on pourra dérouler après. Ouais, bah oui, oui, c'est un petit peu ça. Et c'est vrai que la stratégie de la semaine d'introduction pour peut-être étaler un peu plus un bloc en prévision d'une compétition, etc., c'est des choses que j'ai pu faire aussi par le passé. Et au final, comme tu dis, c'est aussi en fonction des profils des athlètes. Comme dans le cas de Barnabé, tu dis que bah, vu que vous faites un DRPE, vous utilisez des RPE progressif, bah là, ça perd un peu de son utilité de faire un deload, même si ou un pivot ou une semaine d'intro, même si je trouve que RPE6, faut pas oublier que ça reste quand même, voilà, quand Oui. on fait un vrai RPE6, ça reste quand même quelque chose de pas négligeable. Donc peut-être que euh, faire une semaine d'introduction, même avec un petit peu moins de volume, etc., ça peut être intéressant, tout en maintenant cette single RPE6. Mais du coup, oui, je vois un petit peu, tu fais en sorte que ce soit voilà, une semaine d'intro où tu veux commencer en réalité ton bloc en semaine 2, mais c'est un peu une semaine où tu vas essayer de maintenir un petit peu les niveaux de forme, etc., de Ça, force, etc., pardon, en prévision de la prépa. Ok. ça. Je sais pas si Ben, tu voulais intervenir.
Ouais, bah, moi, les deux grandes choses que je vois qui seraient intéressantes pour ceux qui nous écoutent à développer un peu dans ce podcast, mais vous me direz s'il y a des choses On d'autres t'entend pas trop, qui Ben. vous passent par la tête. Ah, vous m'entendez? Là, oui, Je là, pense que c'est. Ouais, ouais. Ah. Euh, les deux choses que je vois intéressantes à développer dans le podcast, et vous me direz s'il y a des choses qui vous manquent, c'est d'une part, bah, quels sont les objectifs du pivot. Donc développer peut-être plus l'aspect pivot que l'aspect d'îlot des semaines d'introduction qui sont quand même peut-être plus abordables et qui tombent un peu plus sous le sens. Même si, comme tu l'as évoqué, Damien, il y a des choses qu'on peut manipuler aussi. Mais qu'est-ce qu'on mettrait dans un pivot et, euh, et, et à quoi ça sert finalement? Et donner des exemples peut-être concrets, illustrés avec des choses qu'on fait pour les athlètes. Et la deuxième grand thème que moi je vois, c'est quelle stratégie on utilise pour quel athlète et quelles sont les limitations et les problématiques qu'on peut rencontrer avec les différentes stratégies. oui, Je c'est pense assez vaste. que ouais, c'est très vaste, mais je pense que Damien, je pense que tu as pas mal de choses à dire toi sur effectivement quels sont les objectifs d'un pivot et puis peut-être aussi donner des exemples de stratégies que tu mets en place pour les athlètes à qui tu Ouais, programmes des carrément. pivots, donc pas comme pour Barnabé. Ouais, carrément. Est-ce que tu veux embrayer, David, ou... Non, non, vas-y. Moi, je pense que là, ça serait l'occasion de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'est un pivot et voilà, Ok, des d'accord. objectifs, etc. Alors, ok, on va faire un petit cours. Alors, concrètement, un pivot, si on devait faire, on va dire, un petit schéma, en fait, le deload, concrètement, voilà, l'intérêt principal qui correspond à plus de 90% d'un deload, c'est réduire la fatigue. Voilà, on a fait un gros bloc, on est fatigué, deload pour enchaîner sur le prochain bloc en étant frais, éventuellement réduire un petit peu les douleurs, justement, avec la réduction d'intensité et de volume, pour repartir frais, en fait. Et sur un plan long terme, pour pouvoir justement avoir une longue succession de blocs sans problème. On va dire que ça peut avoir en quelque sorte un intérêt un préventif anticipatoire. C'est-à-dire que on développera plus là-dessus, mais sur la question de est-ce qu'il faut systématiquement faire des deloads, je dirais que la réponse courte, c'est non. Enfin, quand je dis deload, c'est deload pivot. La réponse courte, je pense que c'est non. Mais je pense qu'un contre-argument à ça, ce serait que effectivement, ça coûte pas grand-chose de faire un deload à l'année, parce que du coup, tu en fais pas 25 dans l'année. Et à côté de ça, ça te permet quand même ben, une récupération long terme, on va dire une forme de prévention des blessures à terme, parce que tu te mets pas dans le rouge systématiquement non-stop pendant 12 ou 16 semaines, par exemple. Mais je m'égare un petit peu. Donc, deload, réduction de fatigue. Pivot, du coup, il va y avoir différents intérêts. Donc, la réduction de fatigue, évidemment. Ensuite, il va y avoir un intérêt de longévité qui est atteint à travers la variabilité de mouvement. Donc, c'est un petit peu l'aspect moins spécifique du pivot qui est intéressant sur cet aspect-là. Il va y avoir un aspect aussi ludique, même si j'aime pas trop ce terme parce que c'est pas forcément adapté, mais dans le sens de variabilité de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on va un petit peu casser la routine. On va pas rester dans le même schéma systématique de ce qu'on fait toute l'année en fait. Et justement, ça va être des petites semaines de césure entre les blocs qui vont permettre, à mon sens, ça c'est vraiment un gros point que je vais développer un peu après, d'entretenir l'adhérence. Puisque, c'est ce que je voulais dire un peu plus tard, il y a une mode en FA depuis quelques temps qui est de burn-out, en fait très vite la FA. Et au final, en quelque sorte, c'est une mode qui vient un petit peu de pair avec la quête d'hyperspécificité qu'on développe en France, en l'occurrence, depuis quelques temps. Donc, ce qui a du bon, l'hyperspécificité évidemment, mais il faut voir les effets néfastes qui, en l'occurrence, sont assez visibles grâce aux réseaux sociaux et qui sont donc le burn-out. Ouais. Donc il y a ça, il y a un aspect donc réduction des douleurs qui est dans le cas d'éventuelles douleurs qui est accentuée puisque on va utiliser des variantes moins spécifiques et globalement des charges qui sont moins lourdes, donc moins traumatisantes pour le corps. Ça va aussi avoir un gros intérêt de récupération, mais cette fois-ci qui est psychologique, puisque déjà sortir de la routine, aborder ces séances peut-être avec moins de pression, parce que ça peut paraître bête, mais si on passe d'une single en fin de bloc RPE 9 sur un comp squat par exemple à une single RPE 7 sur le deload, ben une single RPE 7, comme tu me le disais David, ben là en l'occurrence sur du RPE 6, mais une single RPE 7, tu te branles pas en fait. Tu dois te préparer et si tu veux faire la chose proprement, ça demande beaucoup d'investissement physique et mental. Alors que justement, si tu passes sur des formats un petit peu différents, ça va permettre d'aborder la chose avec moins de pression, moins de stress en fait,
Et dans le cas effectivement d'un bloc très intense, ça permet justement d'avoir cette petite semaine de relâchement pour repartir de plus belle en fait. Puisque l'idée, à mon sens, c'est vraiment ça, le pivot, c'est tu as donné énormément sur ton bloc et du coup tu recrées une forme de momentum physique et psychologique durant le pivot. Et le psychologique, en l'occurrence, c'est lié, entre autres, à l'envie de s'entraîner, à la motivation. C'est-à-dire que tu finis ton bloc, tu es exténué, tu es claqué, éventuellement tu as des douleurs. Au début du pivot, tu es vraiment en mode récup. Tu vas pas t'entraîner aussi lourd, mais justement, en fait, ton envie, ta faim de te réentraîner lourd, ça c'est un pattern que je vois sur tous les athlètes, en fait, elle augmente au fur et à mesure de la semaine du pivot, et arrivé à la fin du pivot au week-end, tu as qu'une hâte, c'est le lundi d'aller t'entraîner. Ouais. Après, je pense que moi, j'y vois là parfois un piège, c'est que tu as des athlètes, ils risquent de pousser un petit peu trop loin à une fin de bloc et ils vont se dire bon, ok, de toute façon, moi j'ai un pivot à la fin, c'est pas grave si j'ai des douleurs qui dépassent ce que je peux tolérer, etc. Parce que après, il y a le pivot et le deload. Après, ça, je pense que c'est une question aussi d'éducation, entre guillemets, de l'athlète. Complètement. Mais de manière générale, je te rejoins. Et je pense que le point, pour moi, qui marque vraiment une différence entre le pivot et le deload, ça va être l'aspect psychologique. Pour moi, pour moi, c'est ce qui fait la démarcation, dans le sens où, voilà, comme tu dis, il y a cette notion de maximiser l'adhérence. Et moi, à titre perso, je l'ai beaucoup ressenti, ça, en utilisant les pivots. T'arrives sur une semaine où tu fais complètement ou pas mal de choses différentes, des choses que t'as plus l'habitude de faire. Euh, Même, des fois, c'est même pas forcément une question de justifier ses choix de manière très based. Oui, Mais c'est surtout de se dire, bon, vas-y, là, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Des fois, c'est aussi bête oui. que ça. Et après, je dis pas que tous les slots sur un deload, sur un pivot, ils doivent être faits comme ça. Mais c'est vrai que moi, sur des pivots, j'ai tendance à souvent demander à mes athlètes, bah, qu'est-ce que tu veux faire, que Oui, t'as pas fait depuis longtemps, etc. C'est l'occasion. Donc, pour moi, complètement. c'est là où. Oui, vas-y, vas-y. Non, j'allais acquiescer en te disant complètement, je fais pareil avec mes athlètes. Souvent, je demande est-ce qu'il y a des trucs qui te feraient envie, que tu as envie de tester, de faire. Et les fameux bonus slots où je sais que Barnabé, c'est semaine carte blanche. Non, Mais ça c'est post-comp, ça, uniquement. ouais, mais lui, je sais il lui fait beaucoup pour ses athlètes à lui, Ah, carte d'accord. blanche Ok. post-comp. Ouais, voilà. Après, moi, je sais que j'aime bien donner des cartes blanches aussi de temps en temps, mais un minimum cadré parce que c'est un coup ton athlète, il se retrouve à faire des singles à 10 parce qu'il voit carte blanche. Mais c'est vrai que ouais, voilà. Pour moi, l'aspect psychologique, c'est voilà, le point d'un pivot. Et Ben? je suis d'accord, mais puisqu'on est parti directement dans pourquoi le pivot, pourquoi le deload, etc., je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Moi, un problème que j'ai rencontré, alors au début, j'avais beaucoup de cette, et je pense qu'on dérive tous un peu de la philosophie Emerging Strategy, où c'est vrai que le pivot, c'est quelque chose d'ancré. C'est-à-dire que si on respecte un peu la philosophie, on a un bloc qui va par exemple durer 5 semaines, 4-5 semaines, on va avoir notre semaine de pivot avec ses objectifs, donc variabilité de mouvement, récupération, etc., etc. Et puis on repart sur un bloc. Moi, une difficulté que j'ai eue, et peut-être que c'est d'ailleurs peut-être c'est pour ça qu'avec Barnabé vous en êtes arrivé à un autre type de fonctionnement, et justement, ce serait intéressant de comparer comment, enfin, d'expliquer comment vous en êtes arrivé là. Euh, Moi, un problème que j'ai eu personnellement, mais aussi avec certains athlètes le pivot, et même le deload globalement en général, je trouve que ça va beaucoup dépendre du profil psychologique des gens. Euh, Déjà, la composante récupération, elle va dépendre bien évidemment du niveau de fatigue de la personne pendant le bloc. Je pense que c'est selon on va dire la philosophie de la personne qui programme, on va avoir plus ou moins de fatigue accumulée à l'issue d'un bloc. Moi, j'ai tendance à penser, et je pense que David serait assez d'accord avec moi là-dessus, sur le fait que finalement, il n'y a pas besoin de pousser l'athlète toujours à des niveaux de fatigue extrêmes en fin de bloc, des choses qu'il ne serait pas capable de maintenir sur plusieurs semaines consécutives, donc sur plusieurs blocs consécutifs. Euh, voilà, donc il n'y a pas besoin de le pousser à des niveaux de fatigue très importants qui nécessiteraient un deload Je vais dénoncer après. ou un pivot en termes un besoin de récupération accru toutes les 5-6 semaines. Évidemment, même si on ne le veut pas, des fois ça va arriver parce qu'il y aura des conditions extérieures, etc., des choses qu'on n'a pas prévues, des variantes qui sont mal tolérées, des choses comme ça. Euh, Par contre, moi, sur le plan psychologique, ce à quoi je me heurte en tout cas, dans ma pratique,
et que j'ai vu sur certains athlètes, c'est le problème de, en fait, c'est comme un vide en fait entre deux blocs. Et il y a certaines personnes que ça va pas stimuler d'avoir cette impression on leur donne une carte blanche, on leur donne un nouveau mouvement dont ils n'ont pas l'habitude, ou quelque chose qu'ils vont faire qu'une semaine. Moi, j'ai du mal à m'engager dans quelque chose que je vais faire qu'une fois ponctuellement. Surtout que je suis pas forcément convaincu de l'intérêt, on va dire, physiologique de faire, j'en sais rien, du série de 15 en Bulgarian Split Squat. Alors peut-être que ça va tellement me dégoûter de faire ça que je vais être motivé de revenir sur le squat la semaine suivante. Mais en fait, je vais pas prendre de plaisir à faire un truc sur lequel je peux pas me projeter pendant un certain nombre de semaines. Ouais, mais Et attends, si je te dis série de 10 bench halter. pourquoi pas, mais dans ce cas-là, je Ah, préférais l'avoir dans un bloc parce que je sais que la première ouais. séance, je vais pas me trouver techniquement, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je sais pas Parce que combien split je vais squat, mettre. c'est dur, c'est les jambes et tout, mais là, bizarrement, le bench, il y a des gens. Non, mais ça me C'est vrai. dérangerait pas, je dis ça, mais je pourrais inclure du split squat dans un bloc, hein, je l'ai souvent fait. Mais si tu veux, moi, ce qui me gênait, c'est que souvent, en fait, c'était des semaines, peut-être plus à l'époque où je l'envisageais comme un deload, mais aussi dans des moments où je l'envisageais comme un pivot, c'est que j'avais beaucoup de mal à trouver la motivation à aller à l'entraînement et à m'entraîner, on va dire, au niveau attendu d'intensité. Et finalement, ça a causé une perte de force qui était souvent trop importante par rapport à ce que j'avais gagné dans le bloc précédent. Et je l'ai vu ça aussi avec des athlètes, c'est-à-dire que voilà, qui vont avoir tendance on va dire, sécher une séance, par exemple, de pivot. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais l'adhérence, enfin, la tête est pas sérieux, machin, etc. Pourquoi pas? Mais peut-être que dans ces situations-là, et c'est un peu ce que j'ai mis en place avec moi, euh, le pivot n'est pas la bonne solution au niveau de l'adhérence et il y a d'autres stratégies comme la semaine d'introduction, comme le fait non pas d'inclure la variabilité dans la semaine de pivot, mais plutôt de l'inclure dans le bloc entièrement, à peut-être moindre dose, mais quand même en variant un peu plus entre les blocs. Euh, Parce que quelque chose qu'on a peut-être, je crois que tu l'as évoqué Damien, mais c'est vrai que le pivot, il y a cette notion de resensibiliser au stimulus de l'entraînement. C'est-à-dire que j'ai fait 5-6 semaines d'entraînement à tel format. Ce qui a avancé, on va dire, et qui a été avancé par McT notamment, c'est qu'il y a ce besoin finalement de resensibiliser le corps, c'est-à-dire de le remettre dans un état où quand on va lui refournir le stimulus, il va se réadapter. Je ne sais pas à quel point ça c'est psychologique ou c'est physiologique. Parce que j'ai du mal à imaginer, c'est un peu comme l'histoire de choquer le muscle en musculation. On entendait tous au niveau des années 2000-2010. Je ne sais pas à quel point le corps il peut vraiment se désensibiliser, les muscles se désensibilisent, le système nerveux se désensibilise. Et parce que ça fait trop longtemps que tu fais des x8, tu peux plus faire des x8, tu progresses plus. Je pense que Bah, plutôt. surtout, Vas-y. surtout, déjà, je pense que Damien, il a une petite expérience à nous partager là-dessus. Damien, je sais que une fois, tu avais essayé d'enchaîner deux blocs identiques, il me semble. Et je pense que, il me semble que c'était toi, hein. Et je pense Ouais. que là, tu peux nous fournir ton retour d'expérience. Mais moi, ce qui me dérange surtout, c'est que dans ce truc de resensibiliser ou de désensibiliser, en fait, on va avoir une personne, elle va faire un bloc, pivot pour désensibiliser après le bloc, et ensuite, elle va faire un bloc qui a rien à voir avec le premier bloc qu'elle a fait. Donc, on ne sait pas si ça a désensibilisé. L'idée, c'était de désensibiliser à un même stimulus. Oui. Et là, c'est là où je veux en venir avec l'expérience de Damien. Il me semble que toi, tu avais tenté, justement, tu t'étais posé cette question-là, où, entre autres, c'était dans une des hypothèses que tu voulais un peu vérifier sur toi. Et ça serait cool si tu pouvais nous en parler un petit peu. Ouais, carrément. Alors juste, je vais faire un bref aparté sur ce que vous avez dit. Le piège du pivot, en fait, il est double. Je crois que David avait dit... En fait, le piège du pivot... Voilà, oui, exact. Toi, tu avais dit, le piège du pivot, c'était de se dire, je vais finir le bloc à 10 parce que dans tous les cas, j'ai un pivot derrière. Ouais. Et il y a le piège inverse, c'est de se dire, c'est une semaine de pivot, donc je me la touche pendant une semaine. Et ça, à mon sens, c'est beaucoup le rôle du coach en fait d'éduquer l'athlète à ces deux cas de figure, en fait, à lui faire comprendre pourquoi c'est pas intéressant d'aller à 9 ou 10 sur toutes les fins de bloc systématiquement, et pourquoi est-ce que c'est pas non plus intéressant de se la couler douce sur le pivot, puisqu'il y a un certain besoin de maintien de performance. Ensuite, je voulais revenir sur ce que Ben a dit parce que c'était très intéressant et c'est en fait tout ce que tu as dit, Ben, globalement, c'est des choses sur lesquelles mon avis a évolué entre, on va dire, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai commencé à être coaché par RTS et quand j'ai commencé à entendre parler de RTS, que j'ai été coaché pendant plus d'1 an et demi par Ross, en l'occurrence, de RTS.
Et maintenant, en fait, je me rends compte que les pivots que je programme à l'heure actuelle sont globalement plus spécifiques, voire beaucoup plus spécifiques que ce que je me faisais programmer à l'époque. Après, bon, j'avais un profil d'athlète un peu particulier, on était vraiment sur de la non-spécificité absolue. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, je faisais un squat dans la semaine et c'était de la SSB et je faisais un deadlift. Bon, pour le coup, c'était du sumo quand même, mais c'était en volume beltless, vraiment en RPE 6. Donc vraiment, en termes de spécificité, j'étais à zéro. Mais je suis quelqu'un Dans qui un contexte de douleur, hein, il me semble. non, 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 du coup, justement, ça c'était depuis Ah, c'était après? depuis le début, ouais. Depuis le début, j'avais un Ok. pivot extrêmement peu spécifique, mais ça me correspondait très bien parce que je me désentraînais très peu vite. Donc ça aussi, c'est un facteur que je voulais amener, c'était le niveau de désentraînement vis-à-vis de la spécificité du pivot. Par rapport aux problématiques que tu énonçais, Ben, le pivot, en fait, moi, je le vois plus comme c'était le cas avant, comme quelque chose d'hyper peu spécifique. Ça reste moins spécifique qu'un deload, mais ensuite, tu as un spectre de la spécificité de la spécificité que tu peux explorer en fait en fonction des besoins différents des athlètes. J'ai des athlètes qui ont des pivots très peu spécifiques, et j'ai des athlètes qui ont des pivots spécifiques, et j'ai même des athlètes qui ont des demi-pivots, et ça, je voulais y venir aussi un petit peu après. C'est un truc que je faisais pas il y a quelques temps, et j'ai commencé à le faire de plus en plus. Euh, Par rapport à mon expérience donc, et à la désensibilisation dont vous parliez, ça aussi, c'est une chose sur laquelle j'ai changé d'avis, ce qui signifie que si tu as un athlète, c'était mon cas, par exemple, qui pouvait enchaîner 2 ou 3 blocs de singles consécutifs parce que j'avais une hyper réponse des singles par rapport au reste, oui, le pivot, à mon sens, est nécessaire. Parce que bah, si tu fais 12 semaines de singles et que tu fais un mini deload et que tu gardes quand même des singles, etc., ça, je dis pas que ça fonctionnerait pas, mais je pense pas que ce soit le plus optimal. Mais dans ce cas de figure où tu as un athlète qui réagit abusivement à un format spécifique, si tu l'utilises énormément, quasiment à l'année, oui, le pivot du coup a clairement son intérêt. Mais effectivement, dans le cas où tu vas avoir plus de variabilité dans les blocs, ne serait-ce que quelque chose de classique, mais le fameux tu fais un bloc de triplé, un bloc de doublé, un bloc de single, dans ce cas-là, le pivot soit a moins d'intérêt, soit a la possibilité d'être bien plus spécifique. Ouais, je suis d'accord, hein. Moi, d'ailleurs, enfin, c'est vrai qu'on réfléchit, mais on va pas redévelopper tout ce qu'on avait développé dans la vidéo. On a changé d'avis là. Mais on réfléchit de plus en plus à l'aspect psychologique et je pense que c'est une grande partie de ce qui guide en fait ce qui va être la meilleure stratégie pour l'athlète. Comme tu dis, si tu es amené à répéter des blocs parce que ça fonctionne bien, en fait, le pivot, ça va quand même être un peu une soupape psychologique. Ça va permettre de couper Oui. cette pression de performance pendant une semaine. Ça va permettre à l'athlète de se dire, bah voilà, là je recommence un nouveau bloc, je vais le recommencer un peu plus bas peut-être pour arriver un peu plus haut à la fin. Si l'athlète est capable, comme on l'a évoqué, de continuer à faire les efforts de façon totalement bien contrôlée pendant le pivot, donc il y a une perte de force peut-être, mais qui est modérée, qu'il y a cette régénération psychologique, mentale qui se fait, bah, c'est parfait. Et, et dans d'autres cas où l'athlète justement, pour X ou Y raison, mais c'est vrai que je pense que je pense que ça vient aussi beaucoup du mode de vie, on va dire, et de à quel point la force est importante, on va dire, dans le quotidien de l'individu. Moi, j'ai toujours trouvé, et je trouve de plus en plus que plus on a de temps et d'énergie, on va dire, à consacrer à son entraînement, plus on va tolérer un peu l'aspect routinier et l'aspect, comment dire, pression de performance tout le Oui. temps et de se comparer sans arrêt. Là où, effectivement, quand ton mode de vie est un peu plus difficile, on va dire que tu as un peu moins d'énergie et de temps à y consacrer, c'est difficile effectivement de faire 12 semaines, enfin 3 blocs successifs de single où à chaque séance ou au moins 2 3 fois par semaine, tu te dis il faut que je fasse mieux que la semaine d'avant et que je fasse mieux que le bloc précédent et que je fasse mieux que le bloc encore d'avant. C'est assez difficile ça peut être assez difficile à supporter parce qu'en fait, il y aura des revers, on va dire, il y aura des mauvaises séances plus que dans l'autre situation. Et, et d'accumuler des mauvaises séances et de pouvoir se dire bah ça c'est vraiment mauvais par rapport à ce que j'ai fait le bloc d'avant ou c'est vraiment mauvais par rapport à ce que j'ai fait la semaine précédente, c'est plus difficile à supporter. Donc je pense que les conditions psychologiques, alors pour moi il y a 3 aspects à prendre en compte. Il y a le psychologique, ça c'est un peu plutôt ce qui va déterminer pour moi euh, ce qu'on fait en priorité en règle générale. Mais après bien évidemment il y a aussi l'aspect physique, c'est-à-dire est-ce que l'athlète a des douleurs, une fatigue particulière et là ça nécessite peut-être chez un athlète qui faisait pas de pivot normalement, d'en faire un, ou carrément de faire un autre bloc avec 2 semaines d'introduction plus progressive. Enfin, faut trouver une solution dans ce cas-là
ponctuellement pour soulager le problème de fatigue. Euh, et puis après, il y a le problème, comme tu l'as évoqué, hein, de temporalité. Est-ce qu'on est proche d'une échéance? Est-ce qu'on sait par exemple que le mec va partir en vacances, donc là c'est le moment de lui faire une semaine de pivot. Donc moi je dirais réponse et psychologie, c'est le truc qui détermine ce qu'on choisit comme stratégie par défaut. Et puis ensuite, avec les événements de compétition, de douleur, etc., on a juste peut-être aussi pour varier au fil de l'année finalement. Peut-être que faire 2-3 pivots dans l'année et puis le reste du temps faire des semaines d'introduction, ça peut être Oui. la bonne stratégie, quoi. Complètement. Ça, c'est vrai que c'est pertinent. Moi, j'ai la question que tu as un petit peu évoquée déjà tout à l'heure, Damien, c'est est-ce qu'on doit systématiquement programmer un pivot? On en a déjà un petit peu parlé. Moi, je pense, pour cette question, ça dépend du contexte, ça dépend des objectifs de l'athlète. Moi, je sais que à titre, enfin, dans mes coachings, j'ai des athlètes autant qui veulent être compétitifs et qui le sont, autant d'autres qui s'en foutent clairement des compétitions, ils font ça par plaisir, voilà. Et du coup, moi, avec des profils comme ça, qui n'ont pas de pression, ou qui n'ont pas d'échéance, pardon, qui ne sont pas, voilà, qui peuvent un peu faire ce qu'ils veulent un petit peu, je trouve que le pivot, il a moins d'intérêt, et j'ai plutôt tendance à fonctionner en semaine d'intro, ou des fois, ça m'est même arrivé de rien faire, hein. Ouais, au bout d'un moment, ton athlète, il te dit, je me sens pas un pet fatigué. Tu regardes les indicateurs de performance, tout est OK. Et il n'y a rien de spécial qui s'est passé dans sa vie, voilà. Pas de fatigue, même mentale ou autre. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de tout le temps faire des pivots ou des deloads. Et ça revient un petit peu à choisir entre est-ce qu'on fait un deload plutôt proactif ou un deload plutôt réactif. Je pense qu'on a ces deux outils-là en main et je pense que c'est bien de s'en servir aussi. Maintenant, voilà, ça c'est dans le cadre, pour moi, d'athlètes qui sont pas compétitifs. Je pense que quand on a un athlète compétitif, surtout qui s'approche d'une compétition et qui a une échéance peut-être même dans 3, 4, 5 mois, peut-être là d'être un peu plus proactif juste pour assurer la chose, quoi, on va dire. Ça peut être une meilleure stratégie. Maintenant, je me dis aussi parfois, on peut un peu surestimer aussi la fatigue. Je pense que, en fait, il y a tout ce truc autour du pivot, du deload, de semaine d'intro et tout. Et des fois, je me demande si, en fait, comme longtemps on en a parlé, voilà, il faut faire un deload toutes les 4 semaines, à un moment on disait ça, etc. Je me demande dans quelle mesure ça influence pas, ou ça influence plutôt l'athlète, même sur ses niveaux de fatigue, même sur son comportement de manière générale, c'est-à-dire son choix de charge, etc. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a un athlète qui sait qu'il va faire un pivot, peut-être que ça va le pousser à faire des choix moins raisonnables à l'entraînement. Mais encore une fois, voilà. Oui, En fait, tout à l'heure, j'ai dit c'est une question d'éducation, mais c'est aussi, je pense, une question de, voilà, ton athlète, des fois, on a beau lui dire reste RPE8, si le bloc est fini RPE8, il va vouloir se taper son petit RPE10. Après, aussi, il faut voir dans quelle mesure un RPE10 fatigue. Ça, je suis pas sûr qu'une rep RPE10, ça fatigue tant que ça. Je pense que c'est aussi un peu surestimé parfois. Je pense que Mais voilà. si tu as un athlète, effectivement, ou un coach qui a cette vision de, en gros, ton athlète, tu le mets dans la machine à laver, tu les sors jusqu'à la fin du bloc et à la fin, tu le laisses sécher une semaine et puis tu recommences. Mec, il manquait la métaphore dans ce podcast. Ça y est, elle est arrivée, t'inquiète pas. Elle est là. Elle est très très bonne, ça. Je suis là pour carrer. Et du coup, tu l'as laissé sécher, puis tu le rebalances dans la machine et ainsi de suite. Moi, je pense quand même je pense qu'on a beaucoup souffert, et peut-être encore actuellement. Alors, on va dire ça dépend géographiquement des zones dans le monde, mais on souffre encore, je trouve, trop de cette vision de un athlète fort, c'est un athlète qui est mort de fatigue. Pour progresser, il faut se tuer à l'entraînement. Ouais. Il y a ce discours ambiant en France que je vois souvent. Là, c'est l'heure de dénoncer. Un athlète fatigué, c'est pas forcément un athlète fort. Prends des risques. La fatigue. Tu prends des risques. Attention. C'est vrai. Et tu vas finir dans la machine à laver. Au bout d'un laver. moment, la fatigue, ça veut dire une diminution des performances. Souvent, c'est associé à ça. Est-ce que c'est souhaitable? Après, ça dépend aussi de la façon dont tu vas emmener ton taper, etc. Donc, il y en a, pour eux, c'est une stratégie. Maintenant, de dire... alors, je suis d'accord de normaliser un petit peu qu'il y a de la fatigue, etc. Oui, et que ça, c'est pas grave de s'entraîner avec de la fatigue. Maintenant, j'ai l'impression que dans le discours de certains, il faut aller chercher la fatigue. Ça fait partie du truc, il faut être fatigué, etc.
Bah, il faut, J'arrive pas à trouver le. il faut stimuler, mais après, le niveau, en fait, je pense que moi, et là, on est en train de dériver, mais bon, ça fait quand même partie du sujet. C'est vrai. J'ai l'impression qu'en fait, il y a souvent un peu une notion, genre une valeur morale, en fait, derrière ça, de le travail paie, enfin, on y met des choses, en fait, qui, physiologiquement, ton corps, il s'en fout de savoir si tu as fait 5, Si 18, le travail 30 paye ou séries. pas. Il s'en fout de savoir si le travail paye ou pas, lui. Euh, Tout ce qu'il sait, Bah, c'est un système, tu lui imposes des contraintes. Il y a la psychologie aussi, etc. Mais ça fait partie du Après, il fait son système. micmac. Et il en ressort Un- quelque chose. Et personne n'a jamais dit personne n'a jamais démontré ou personne n'a jamais euh, pu affirmer que 50 séries c'était mieux que 30, que c'était mieux que 30 c'est mieux que 10. Si tu progresses très bien avec 10 séries de squat par semaine, que tu as des niveaux de fatigue qui sont modérés, euh, tu seras sûrement pas éclaté à la fin de ton bloc et tu n'auras sûrement pas besoin de faire un pivot d'urgence parce qu'il y a toutes tes articulations qui sont en train de lâcher. Et alors peut-être qu'on dira que c'est un discours aussi de quelqu'un qui s'entraîne pas beaucoup. Bon, à l'époque, justement, j'ai beaucoup souffert de ça et je pense que peut-être tous ici, on pourra être dans le même cas, d'aller squatter voilà, 5-6 fois par semaine, bencher 12 fois par semaine. C'est bien, ça marche pendant un certain temps, mais effectivement, là, on a besoin du deload ou du pivot d'urgence parce qu'on est complètement cramé et qu'on a mal partout. D'ailleurs, en général, le pivot suffit pas, hein. Après, ça fait un bloc pourri, deux blocs pourris, trois blocs Bah, pourris. après, souvent, ce discours de il faut être fatigué, etc., il vient avec la notion que le taper va être magique, entre guillemets. Pas oui, forcément magique, c'est mais vrai. en gros que c'est le taper qui va solutionner, voilà, qui va faire que c'est la fatigue qui masque la performance va diminuer, que voilà, la performance va se dévoiler à Mais la attends, lumière du jour. ça c'est un autre combat. Oui, Ouais, c'est un autre combat, On il le y a de la mènera un dérive autre là. jour. Ouais, c'est un autre combat, mais là, tu partais sur pivot et je trouve que c'est pas le truc de la fatigue, c'est pas associé à faire des pivots. Non, non, mais le fait Pour, déjà de plus avoir cette problématique de fatigue régulièrement, ou en tout cas qu'elle soit pas très très importante à chaque fin de bloc, ça remet déjà ouais, quand même en nécessité les objectifs à atteindre pendant ton pivot et donc la nécessité de faire un pivot. Si globalement en termes de fatigue, tu es bien à la fin de tes blocs et que t'es pas fan du pivot, et ben ta variabilité, comme on l'a évoqué avant, tu peux l'introduire dans ton bloc suivant, tu peux l'introduire via une semaine d'introduction, il y a d'autres stratégies. Au final, moi, le problème que j'avais, c'est que j'aimais pas ça, les pivots, et en fait, je me rendais compte que j'en faisais beaucoup dans l'année, mine de rien. Et donc, c'était quand même du temps où des fois je régressais, où j'étais pas spécialement motivé à l'entraînement. Donc, est-ce que c'était le bon système pour moi? Est-ce que c'était le bon système pour certains athlètes? Probablement pas. Et par contre, de temps en temps aussi, oui, de temps en temps, dans certaines situations de déplacement, de break après une compétition, etc. Pourquoi pas? Même pour quelqu'un pour qui c'est pas la méthode privilégiée. Mais le besoin systématique et obligatoire du pivot, par exemple pour resensibiliser ou pour introduire de la variabilité, pas forcément. moi, les gars, je propose un décret, une nouvelle nomenclature. On va arrêter d'appeler ça des pivots, des deloads. On va appeler ça des semaines de transition. Ouais, je le dis souvent aux En athlètes. fait, en fait, en fait, c'est tellement large ce qu'on peut faire dans un pivot, Oui, dans un oui, oui. deload, etc., que je me demande. En fait, on peut faire un deload qui va aussi bien fonctionner qu'un pivot. Ça dépend du profil des gens. Donc, nouveau décret. Transition, je sais pas si c'est le bon terme, peut-être qu'on aura mieux d'ici quelques temps. Bah, après, je sais pas si si ma vision est tronquée, mais justement, je trouve que cette variabilité, ce gros spectre de variabilité, il est inhérent au pivot, mais pas tant au deload, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, qu'en deload, par ouais, mais extension, tu fais pas des pleines variantes, des trucs full volume, des trucs très farfelus, tu vois. C'est pas inhérent. ouais, mais Après, dans justement, la conception globale, évidemment, après, tu peux le faire en soi et quand oui, même appeler ça un deload. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en c'est tout ça, cas, voilà. c'est plus le pivot qui Justement, correspond pour moi, à c'est cette définition. ouais, bah justement, pour moi, c'est pas besoin de labelliser deload et tout, Oui, sachant que bah, tu peux faire un deload. Euh, voilà, de toute façon, l'objectif, ça dépend de l'objectif au final. Si ton athlète, il a juste besoin d'une réduction de la fatigue, bah voilà, tu vas faire plus ce qu'on appelle plus communément un deload. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin qu'on ait un camp deload, un camp pivot, un camp semaine non, 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 pas du d'introduction tout. Non, moi je pense que c'est vraiment, pour le coup,
c'est trois choses à avoir dans sa boîte à outils. Enfin, bon, le deload et le pivot, effectivement, en fait, c'est un peu c'est une semaine ou 2 semaines dédiées à ça. C'est un peu la même chose, mais dans lequel, effectivement, le niveau de variabilité d'exercice, de sélection d'exercice, de format, etc., serait différent. En soi, ça pourrait être quand même assimilé. Si on considère que le deload, c'est un peu une notion ancestrale qu'il faudrait peut-être mettre à la poubelle, enfin, en tout cas, dans son Ancestral. concept réducteur de juste on vire la fatigue. Moi, je garderai le pivot et la semaine d'introduction. Et après, pour moi, c'est deux choses à avoir dans sa boîte à outils et à mobiliser en fonction du contexte de l'athlète, de sa personnalité, de ses objectifs, de ce qu'il attend dans les semaines, dans les mois à venir, quoi. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, l'individualisation est systématiquement la clé. Après, si tu veux, je vais, pour que ce soit facilement compréhensible, je vais essayer de segmenter en deux points le pour et le contre de faire un pivot systématiquement et aussi le pour et le contre, enfin, on va dire un petit peu le camp pivot, le camp deload. Je pense qu'en fait, concrètement, le camp deload, si il n'y a pas de camp réellement, mais voilà, pour schématiser, gagnerait beaucoup à gagner en flexibilité dans son approche parce que j'ai déjà eu écho de ça. Souvent, les gens qui font des deloads spécifiques, c'est parce qu'ils ont une phobie du désentraînement et qu'ils ont l'impression que s'ils font pas leurs 3 Ouais. squats, leurs 3 comp squats dans la semaine, même en deload, ils vont se désentraîner et le début du bloc prochain va être catastrophique. Et ça c'est un truc avec l'expérience, je trouve que les gens ont tendance à le surestimer. Au même titre que tu as raison, David, on peut mal jauger ou du moins surestimer l'impact de la fatigue sur l'entraînement. C'est d'ailleurs très souvent vérifiable assez facilement sur des études de cas. Les athlètes qui te disent ouais, je me sens explosé, au final ils font d'excellentes séances. Et je pense que pour les entraînements c'est pareil, c'est qu'effectivement beaucoup de gens pensent que leur seuil, on va dire, de désentraînement, si je peux dire ça comme ça, est beaucoup plus haut qu'il ne l'est réellement. Et ils pourraient se permettre de gagner en flexibilité sur leur deload sans avoir d'impact négatif Ouais. par rapport à leur retour du bloc prochain. Mais, et du coup, et c'est là que l'aspect pivot est intéressant, en ayant les aspects positifs, de moins de spécificité, de plus de réduction de stress, de plus de variabilité de mouvement, et donc du coup, à long terme, potentiellement de moins de douleurs chroniques en quelque sorte, ou du moins une réduction plus rapide des symptômes entre les blocs. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, la variabilité de mouvement, il faut qu'elle soit intégrée à un moment ou à un autre dans le processus, dans le développement de l'athlète, que ce soit à travers des pivots ou même dans l'entraînement. C'est pour ça que je pense que on sera tous d'accord ici. C'est des discussions que j'ai déjà pu avoir avec vous deux, hein, que ce soit Damien Lassalle ou Ben C'est en vrai. privé, que la full spécificité, enfin voilà, c'est surtout quand c'est précoce, quoi. Quand on voit des athlètes qui Oui. ont 6 mois de FA, on les voit faire que du SBD. Bon, Bah, je pense que en voilà. soi, c'est pas tant que faire un bloc comme ça, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est comme tu l'as dit, Damien, le risque quand même de burn-out, ce que je répète tout le temps. C'est bien, on fait de la FA, mais si on doit faire de la FA toute notre vie, on a beau dire qu'on est, voilà, on invoque les dieux de squat bench deadlift tous les jours. À un moment, voilà, c'est sympathique, mais c'est pas mal de faire un petit peu autre chose, ne serait-ce qu'un, voilà, du bench halter, du squat Ouais, à non, la bien sûr. SSB. Ça permet quand même de sauver psychologiquement un Attends, peu là, on l'athlète. redérive. Je voulais faire une partie complète sur ça. Par rapport à la variabilité de mouvement et donc l'aspect longévité, c'est vrai que moi, souvent, ce que je vois sur les réseaux, c'est qu'en fait, tu as des gens qui sont hyper spécifiques et ça fonctionne. Mais du coup, le moment où ils intègrent de la variabilité de mouvement, c'est une fois qu'ils sont blessés. Tu vois? Ouais, une fois que c'est trop Ça, tard. là, c'est ça en fait. Ils utilisent la variabilité de mouvement pour guérir leurs blessures dans l'idée plutôt que pour les prévenir. Alors évidemment, la prévention des blessures, la fameuse prophylaxie de la prépa physique, c'est quelque chose qui est très difficilement quantifiable et qui est très incertain, très imprévisible. Mais voilà, tu peux quand même admettre que, enfin, pas vous, enfin, non, c'est l'absolu, que mettre trois quatre mouvements différents de SBD dans la semaine, ça va pas te tuer, ça va pas te ruiner ton emploi du temps. Et au pire des cas, ça t'apporte rien, mais potentiellement, ça t'apporte un petit peu de bénéfice C'est ça. justement Ouais, moi, sur la C'est ça, stimulation des tissus, la mobilité sur différentes articulations, etc., etc. ouais, bah, il y a un effet au moins nul, si ce n'est C'est positif. ça, Donc, exactement. je pense que je pense pas qu'on y perde grand-chose à intégrer un petit peu de variabilité dans ces entraînements. Non, au contraire moi j'y même. vois Et justement
Pardon. Ouais, vas-y. Non, je voulais dire que je suis pas forcément fan de l'hypothèse prophylaxie. Je suis pas sûr que ça prévienne l'apparition de douleurs ou de blessures. Par contre, en fait, simplement, ça permet de répartir un peu la charge d'entraînement. On peut Oui, progresser c'est ça. musculairement sur les jambes en faisant de la presse à cuisse, du SSB, des choses qui sont pas du squat, comme on peut progresser musculairement sur des mouvements pour le haut du corps, que ce soit même en restant proche, hein, du développé halter, du développé incliné, des pompes, des choses comme ça, qui permettent de rajouter de la charge d'entraînement sur ces groupes musculaires-là, tout Et de en diversifier les contraintes aussi voilà, un petit peu. Oui, diversifier mais les c'est ça en contraintes et fait, puis tout en servant l'objectif psychologique en même temps. bien sûr. Et Mais, voilà. La mais pour pro... moi, c'est diversifier les contraintes, ça fait partie de la Oui, prophylaxie voilà, ou de c'est la exactement ce que prévention, j'allais hein. dire, David, merci. Tu me l'arraches de la bouffe. Voilà, ben, Tu m'as arraché. je t'enlève les mots. Non, mais oui, pour moi, je pense que, bon, on va pas dériver sur la prévention, mais je pense que c'est. J'aimais pas trop employer le terme avant, j'utilisais plutôt le diminution du risque de blessure, etc. Bon, je suis revenu un petit peu dessus parce que vas-y, diminution du risque de blessure, c'est trop long à dire. Mais c'est juste la façon de le faire. La prévention, pour moi, c'est pas Oui, c'est ça. faire des petits exercices poids de corps dans son coin, etc. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Revenons sur le pivot et le Attends, je deload. fais une Euh, mini aparté. Je fais part d'une expérience personnelle. J'ai été blessé, j'ai été coaché par Victoria de The Human Movement Therapy, qu'on peut considérer comme le top 1 de la réhab en France et elle a une quantité de connaissances qui est absolument absurde. Et justement, en fait, c'est de ça que je tiens un petit peu tous ces enseignements et qui ensuite ont fait le lien avec la découverte du pivot, avec RTS, tout ça. Comme tu l'as dit si bien, la prophylaxie, qui est permise grâce au pivot, elle vient pas du fait que miraculeusement, effectivement, faire du tirage horizontal ou, je sais pas, du split squat en série de 20 va empêcher une douleur ou une inflammation à la hanche. Ça vient du fait que momentanément, du coup, pendant la période d'une semaine ou pendant ton bloc, si jamais tu le fais aussi pendant ton bloc, tu viens stimuler des tissus qui sont un peu délaissés et du coup, dans une certaine mesure, travailler ta mobilité. Donc, mobilité implique force dans cette amplitude. Des mobilités un petit peu qui sont délaissées par le schéma rigide du SVD. Et ça te permet du coup, dans le cas d'un pivot, d'enlever de la charge sur les tissus SBD, on va dire, qui sont surutilisés en temps normal, pour en mettre sur d'autres. Alors quand je dis tissu, ça ne veut pas forcément dire que tu travailles que d'autres muscles, mais par exemple, typiquement, entre un squat et une presse à cuisse, ce sera pas le même angle, déjà ce sera pas la même charge, ce sera pas le même nombre de reps, ce sera pas la même tension, ce sera pas le même angle articulaire, pas que la ce même soit au niveau contrainte, du ouais. genou, au niveau de la hanche, au niveau de ci, au niveau de ça. Et en fait, c'est cette diversification qui permet de rester, entre guillemets, complet et du coup d'avoir un corps qui fonctionne dans son ensemble et pas qui est bloqué dans 3 patterns que tu vas surutiliser et mener en fait à la cassure en quelque sorte. C'est un petit peu un exemple très con, mais c'est comme si demain je te dis d'aller sprinter tous les jours. Très vite ça va être problématique. Si tu fais du sprint un jour sur deux et que sur l'autre jour tu fais, je sais pas, un peu de renfort jambes en mode squat, fente marché, il y a de fortes chances que ta longévité soit grandement accrue. Voilà. Moi, la façon dont je le vois, c'est en fait, je pense que voilà, quand on fait un mouvement, on peut être aussi strict qu'on veut sur la technique. Il y a toujours des déviations qui vont se manifester. Et je pense que si on prépare pas un petit peu les tissus sous différents plans et différents axes, Mm. c'est là où, en tout cas, c'est la théorie actuelle, on va dire, hein, Oui. c'est là où je pense que voilà. Donc voilà, si on a le cadre d'un athlète qui est très rigide sur sa technique, qui accepte aucune déviation et qui en plus ne met aucune variabilité de Oui. mouvement, à l'heure actuelle, je pense que il risque peut-être un peu plus la blessure. Oui. Maintenant, dans quelle mesure, etc., comme on a dit, c'est toujours, voilà. Faut pas oublier que le coaching, ça reste un art, hein. Il y a la science, il y a tout ça, mais bon, voilà, il y a beaucoup de- d'aspects pratiques, etc., à prendre en compte. Et du coup, voilà, on est toujours un petit peu essayer d'évaluer un petit peu voilà, faire au mieux, quoi. En Et fait, ce que puis, tu dis, ça Bon. entre un petit peu dans le cadre du principe de précaution, quoi. C'est que, comme au squat, tu te dis, l'exemple, moi, généralement, qui illustre ce que tu dis, David, c'est le squat, c'est si tu t'entraînes jamais à l'amplitude, le jour où tu vas y aller, et qui plus est de surcroît Ouais. sur une single à 10, ça veut pas dire que tu vas te blesser. Mais on va dire sur papier, effectivement, tu as plus de chances que s'il y a quelque chose qui couille que si tu es habitué à aller dans cette amplitude et que ton corps est adapté à ce stimulus précis avec ses angles articulaires. Ouais, a priori, oui, hein, clairement. Voilà, c'est ça. Et C'est pas une pour peu que science ce soit exacte.
Mais Pour peu que ce soit la charge qui t'emmène à l'amplitude oui, c'est et ça, pas ta mobilité qui te le permet. bien sûr. Ouais. Ouais, et puis, puisqu'on est dans la remise en cause de plein de notions, on a parlé de la fatigue, on a parlé etc. Bon, la spécificité, voilà, quand on fait du développé incliné ou du développé halter, en termes de spécificité, tu prendrais n'importe quel sport où il faut développer 50 000 qualités, euh, on est quand même extrêmement spécifique. Tu fais de la presse à Oui, cuisse, ça reste quand même extrêmement spécifique du squat. Donc ça serait quand même assez aberrant de penser que ça ne peut pas contribuer à la progression sur le squat. Alors si tu fais que de la presse à cuisse dans ton bloc, tu n'auras probablement pas un PR au squat à la fin du bloc. Et encore, on ne sait jamais, on n'a pas testé. Parce que j'ai quand même fait des trucs des fois qui s'apparentaient à ça. Mais pas sur des athlètes, hein, mais une expérience personnelle, puisque je suis mon propre, Tu es ton propre je suis mon cobaye. propre cobaye, comme je vous dis. D'ailleurs, on voit où ça me mène. Je crois qu'il faut que j'arrête de cobayer. Mais euh, voilà, quoi qu'on fasse, en fait, en musculation, sauf voilà, si tu mets du footing à ton athlète, tu seras quand même relativement spécifique des mouvements de compétition. Bon, alors, peut-être pas sur des tractions, hein, on commence à s'éloigner, mais quelque chose qui est de la poussée horizontale, même de la poussée verticale, de l'extension de hanche et de l'extension de genou, bon, voilà, on sera toujours relativement spécifique. Ouais. Je vais revenir du coup, je présume David, tu voulais réembrayer. T'avais fini Ben ou pas? Je t'ai peut-être coupé la parole. Ouais, non, j'avais besoin d'extérioriser. D'extérioriser. Ok, tout va bien. Ben il se sent mieux là. Du coup, je reviens sur deload et pivot. Donc ce que je voulais, donc j'avais fait le pour et le contre de je sais plus quoi. Et là, du coup, ce serait les avantages. Je vais faire les avantages à mon sens et les inconvénients de faire un pivot systématique et de ne pas le faire. L'avantage, à mon sens, enfin les avantages de faire un pivot systématique, c'est que déjà, d'un point de vue routinier, tu rentres dans un cycle avec l'athlète. Enfin, l'athlète rentre dans un cycle. Il sait qu'il fait son bloc et ensuite il y a le pivot, il fait son bloc, il y a le pivot. Et ce côté cyclique, ça peut convenir, comme ça peut ne pas convenir d'ailleurs. C'est ce que tu disais, Ben, ça dépend du profil psycho. Donc, mais on va dire, je vais plutôt le mettre dans la case des avantages. Ensuite, il y a l'avantage, un petit peu comme on vient de l'expliquer, ben, de l'espèce de prophylaxie, prévention des blessures sur du long terme. C'est que du coup, tu sais que tu as quand même une semaine où tu réduis les charges. Donc, sur le cumul de tous tes blocs à l'année, si on prend 10 blocs, on va dire, ben, ça paraît évident que faire 10 blocs intercalés d'un pivot, c'est plus safe que faire 10 blocs d'affilée. Ou 10 blocs avec un deload spécifique qui reste relativement lourd. Et oui, en globalement, troisième avantage, c'est le côté adhérence et qui rejoint un petit peu le côté cyclique, c'est que il y a tes périodes de bloc où tu bombardes et tu vas tout donner, et entre guillemets, tu vas penser FA du matin jusqu'au soir dans ta vie, ce qui est le cas pour beaucoup de pratiquants. C'est ça que je le dis. Et du coup, tu sais que tu auras aussi ton petit moment où tu vas continuer à t'entraîner, mais tu vas un petit peu relâcher la pression, tu vas un petit peu lever le pied pour repartir de plus belle. Les inconvénients, du coup, c'est un petit peu ce que disait David, un de vous deux, je sais plus. Ben, les inconvénients, c'est qu'effectivement, si tu fais des pivots toute l'année, ça te fait perdre peut-être, on va dire, un mois et demi, 2 mois, perdre, entre guillemets, 2 mois d'entraînement dans l'année au total. Parce que si tu as 10 blocs, ben, du coup, tu fais peut-être 8-10 semaines de pivot. Ça fait à peu près, on va dire, 2 mois. Donc ça peut être problématique, notamment dans le cas d'un athlète qui est compétitif et qui a plusieurs échéances à l'année. Parce que si déjà tu as plein d'échéances, tu dois faire plein de blocs de picking, de taper, de ci, de ça, éventuellement te reposer après la compétition parce que tu as des douleurs, tu as ci, tu as ça, et qu'en plus de ça, tu dois te rajouter plein de pivots, ça te laisse moins de temps pour progresser. Après, une fois de plus, ça va être au cas par cas, parce que dans ce cas de figure, on pourrait contre-argumenter en disant oui, mais du coup, l'athlète de haut niveau, déjà, il a un rythme d'entraînement qui est intense, s'il fait pas de pivot, il va se flinguer en fait. Donc bon, ça, vous me direz après ce que vous en pensez. Donc l'inconvénient de faire des pivots systématiques, ce serait ça. Et ce serait éventuellement aussi, dans le cas de figure que tu as énoncé Ben, une forme de lassitude dans le cas où le pivot, tu le vois vraiment comme une contrainte et ça te fait chier. Mais dans ce cas de figure, pareil, le contre-argument, ce serait, tu as juste à l'adapter et à le rendre plus spécifique ou à faire une semaine d'intro ou une autre éventuelle adaptation. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, là, dans ce dernier cas où tu as un athlète que ça, voilà, comme tu as dit, ça le fait chier, il a pas envie, il voit ça un peu comme une perte de temps et finalement, ça nuit un peu à la performance. Moi, peut-être que dans un premier temps, je tenterais plutôt la semaine d'intro,
voir comment ça se passe, voir si on n'arrive pas sur une problématique de fatigue ou d'épuisement mental, etc., ou une problématique de blessure. Et ce que j'essaierais peut-être, c'est ce côté séquence, tu vois, d'avoir peut-être une séquence de 2-3 blocs consécutifs, peut-être suffisamment différents pour limiter un peu la redondance, et introduire ensuite un pivot entre plusieurs séquences de blocs, en fait. À chaque fois, je pense que ça peut être typiquement voilà, un athlète qui se prépare pour une compétition. Ça pourrait être, s'il a 3 mois, ça pourrait être 3 blocs successifs avec des semaines d'introduction à chaque fois, Oui, d'accord. relativement différents, et puis un pivot après la compétition, et puis on repart sur une nouvelle séquence, etc. Oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, il y a autant de combinaisons qu'il y a d'athlètes. Bon, alors bien sûr, il faut avoir une approche un peu. On est quand même Généraliste. obligé d'avoir des systèmes, voilà, des approches par défaut, on va dire. Mec, si t'avais dit Euh, holistique, j'aurais quitté le podcast. Non, ça fait pas partie de mon vocabulaire, tu vois. Sine qua non, porosité, oui. Mais holistique, ça dégage direct. C'est pas evidence-based. Oui. Bah, moi, je pense que ça emmène la question de. Je pense qu'on va avoir une petite discussion là-dessus sur la longueur, le temps, je sais pas comment dire, d'un pivot. Comment est-ce qu'on définit ça? Puisque là, tu parles d'une succession, d'une séquence de 3 blocs qu'on enchaîne. J'imagine que, après, encore une fois, ça se discute avec l'athlète, etc. Mais si on fait les 3 blocs de 4 semaines pour rester dans ce qui se fait couramment, on arrive sur 12 semaines, si je sais bien compter. Est-ce que à ce moment-là, on fait le classique une semaine de deload ou on se met plus sur peut-être on double voilà, on fait 2 semaines, peut-être 3. Je sais qu'à un moment, à l'époque des classrooms de RTS, ils recommandaient un tiers de la longueur du bloc, C'est si je ça. dis pas de Oui. bêtises. Par exemple, on fait 4 semaines, ça fait 4 semaines de bloc, une semaine de pivot, 8 semaines de bloc, 2 semaines de pivot, etc. Donc, oui, c'est Six ça un semaines tiers. de bloc, 2 semaines de Est-ce que pivot. je. 6 semaines de bloc, 2 semaines de pivot, c'était. Oui, voilà, exact. Merci Damien. T'inquiète. Voilà, en gros, est-ce que pour vous ça c'est valable? Moi je trouve que c'est très Non. arbitraire, mais ça donne quand même une direction dans laquelle aller. Maintenant, voilà, que pensez-vous de ça? Tu veux embrayer, Ben, ou j'y vais? Vas-y. Alors, ce que j'en pense, justement, bah, j'allais parler de RTS et de leurs règles. Moi, je t'avoue que je n'ai jamais appliqué la règle des 2 semaines de pivot après 6 semaines de bloc. J'ai plusieurs athlètes qui ont un time to peak de 6 semaines, mais ils n'ont jamais eu 2 semaines de pivot, tout simplement parce que je pense que là, on va tomber dans le versant opposé du pivot, qui est vraiment, c'est trop long, ça devient très dur à adapter par rapport au maintien de performance sur 2 semaines. C'est une période qui est quand même longue, c'est conséquent. Donc en fait, si tu te chies un petit peu ou s'il y a des imprévus à l'entraînement, ben, en 2 semaines, tu peux quand même perdre une quantité de performance conséquente, alors qu'au pire des cas, sur une semaine de pivot, même si tu es très peu spécifique, tu perdras pas grand-chose. Et surtout, pour l'aspect psychologique, tu vois, je pense que autant le pivot de base, je suis un grand partisan de ses bénéfices psychologiques, autant si tu en fais trop, je pense que ça peut devenir très délétère. Donc il faut faire attention. Ce que j'ai mis en place, donc par défaut, la semaine de pivot que je mets en place, c'est une semaine. Mais ce que j'ai mis en place sur certains athlètes, c'est une demi-semaine de pivot. Alors, le premier cas de figure dans lequel je suis amené à souvent utiliser ça, ben, c'est un petit peu comme la semaine d'intro, en fait. C'est pour le timing des blocs. C'est-à-dire que s'il me manque une semaine, je peux me permettre de dire, OK, on fait ce bloc, ensuite on fait juste une demi-semaine de pivot, et du coup, on réenchaîne en fait sur un bloc. Donc, je vais prendre un exemple concret. Dans le cas d'un athlète qui a son SBD principal le samedi, il finit son SBD le samedi, on va deload en fait jusqu'au samedi, il va recommencer le bloc suivant samedi par son SBD semaine 1 du nouveau bloc, ce qui permet en fait de ne pas avoir cette semaine de césure qui décale le time to peak d'une semaine, enfin le timing jusqu'au bloc d'une semaine, et du coup ça permet de condenser sur une semaine. Le prérequis, par contre, pour cette stratégie qui à mon sens est très utile et très pratique, alors pratique pour l'exemple que j'ai donné, utile dans le sens où ça permet aussi aux athlètes qui ne sont pas fans des pivots ou qui, allez, dans une certaine mesure, pourraient se désentraîner un peu plus vite que la moyenne, mais ça permet en fait justement de limiter ces deux effets-là. Puisque tu pivots sur 2 ou 3 jours max et tu reprends au bout d'une semaine, donc 7 jours après ta dernière grosse séance, tu reprends déjà un entraînement lourd. Au lieu d'attendre, si c'est le lundi, non, si, pardon. Non, si au final, je dis une connerie. Le timing revient au même puisque tu
tu fais ton lundi. Non, si ce serait 2 semaines du coup d'écart dans ce cas de figure. Si tu fais ta fin de bloc normale, une semaine de pivot et truc, t'as du coup entre ton dernier SBD lourd et ton premier SBD lourd, t'as 2 semaines. Là, du coup, ça réduit cet intervalle à une semaine. Ouais. Oui, donc je me suis égaré. Je disais que ça, c'est la praticité. Et, et par contre, le prérequis à ça, pour l'avoir expérimenté depuis quand même déjà pas mal de temps, c'est que ça implique que l'athlète, faut pas qu'il se foute à 10, parce que s'il se fout à 10 et que tu n'as que 2 jours pour deload, enfin pour pivot ou 3, il va recommencer le bloc, il n'aura pas évacué toute la fatigue. Et donc ça implique en fait globalement que l'athlète soit bien éduqué et qu'il ait une bonne intelligence sportive par rapport à la gestion de ses charges et de ses blocs. Et ça implique aussi dans une certaine mesure que l'athlète n'ait pas, soit à mon sens, un bloc trop long, parce que du coup, si tu as un bloc de 6 semaines, j'avoue que j'ai tendance à pas faire de demi-pivot pour mes athlètes qui ont un bloc de 6 semaines, parce que ça fait, vu que c'est des RPE fixes et qu'ils sont à 8 tout le bloc globalement, ça fait 6 semaines consécutives, 3 jours de récup, et tu reprends 6 semaines, ça fait costaud quand même. Ça fait 3 mois d'entraînement quasi ininterrompu RPE 8. Et qu'est-ce que je voulais dire et oui, si, globalement, j'avais une dernière idée, mais je l'ai oublié, donc je vous laisse continuer. Force à moi, je suis à ma 10e semaine de bloc, là. Je vais pas Parce vous que tu te mentir. branles, c'est pour ça. Donc tu les encaisses facilement, les 10 semaines. Non, mais ouais, c'est ça, exactement. Non, mais oui, écoute, moi, je pense que la longueur, C'est important. voilà, cette règle, la longueur, la taille, ça compte. Non, mais cette règle-là de RTS, je l'ai jamais trop utilisée non plus. Je me suis déjà posé la question, mais j'arrivais pas à trouver la logique derrière. Si ce n'est, voilà, il faut donner des recommandations, général, ouais, on c'est va ça. mettre des chiffres au hasard. Ouais. Du coup, moi, j'ai tendance à beaucoup utiliser une semaine en général. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup les demi-pivots, mais c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que ça te place une semaine entre ta dernière séance et ta première séance. Alors que dans le cadre où toi, dans ta tête, tu programmes une semaine, mais en réalité, il se passe, je crois que c'est quelque chose comme 9-10 jours au Oui, c'est final, ça, oui. plutôt qu'une semaine entre ton dernier et ta première séance, donc ça peut être intéressant. Après, je trouve que le fait de couper une semaine et de rester dans ce que la société nous impose, la semaine de 7 jours, etc., je trouve c'est bien de se dire je vais couper une semaine. En tout cas, moi, à titre perso, je le vois comme ça. Et très rarement, je suis allé au-delà de 2 semaines. Ça m'est déjà arrivé de faire des 2 semaines, peut-être pas de pivot vraiment, pivot où on fait complètement autre chose, mais avec des pivots un peu plus spécifiques, ou alors une première semaine de pivot classique et une deuxième semaine avec un pivot un peu plus spécifique, Ça, je l'ai par déjà exemple. fait, effectivement. Mais du coup, ce qui pourrait revenir à faire une semaine d'intro au final, donc on fait une semaine de pivot, mais c'est assez rare. C'est vraiment pareil pour combler entre une semaine ou deux pour en préparation d'une compétition, ou alors si j'ai un athlète qui part en vacances, ça peut bridge the gap J'allais dire, en attendant. pour moi, c'est un peu la situation, voilà, les déplacements, les vacances, des trous dans le calendrier, des trucs comme ça. Là, j'irai au-delà de la semaine. Sinon, j'irai pas forcément. Sinon, vaut peut-être mieux, dans ce cas-là, à la limite, faire un bloc moins spécifique de 3 semaines. Pour moi, Oui, 2 semaines, c'est c'est presque un mini-bloc. Oui, c'est vrai. Mais comme l'a dit Damien, tu peux pas non plus le vider totalement parce que sinon, le mec, il va perdre trop de force. Il va se démobiliser. Donc, je le garderai plutôt pour des situations où c'est un peu la seule solution. C'est pas la peine d'envisager de reprendre un bloc parce que j'en sais rien, le mec il est en Jamaïque et que il est allé s'entraîner à comment il s'appelle le Guyanais des 93 là. Je sais plus. Je vois de qui tu parles, mais j'ai plus son nom. Voilà, dans un pays où voilà, le matériel est un peu limite et que de toute façon le matériel est en deload depuis des années. c'est ça, et que de toute façon s'entraîner ça sera pas la priorité. Donc dans ces cas-là, ouais, sinon j'ai jamais été vraiment au-dessus de la semaine parce que même si sur le papier effectivement il disait un tiers des blocs, j'ai jamais trop compris l'intérêt et j'y voyais plutôt des aspects négatifs pour la. Moi, il y a un point tout à l'heure que tu as soulevé, Damien, qui peut peut-être rejoindre un peu la longueur du deload, c'est le désentraînement que ça peut amener, par exemple, d'être trop loin, pendant un certain temps, de pas trop faire, de pas trop être spécifique, etc. Moi, je pense, encore une fois, on est sur quelque chose d'un peu surcoté, parce que souvent, ce discours-là, il vient d'athlètes de haut niveau, qui, peut-être que pour eux, c'est le cas. Et il y a toujours cette notion un petit peu, le premier exemple qui me vient en tête, c'est le bench.
ouais, j'ai l'habitude de faire 5 bench par semaine, là j'en ai fait qu'un, je suis désentraîné. Bah déjà, le fait de se dire ça, il y a un peu une part De nocebo, ouais. psychologique où le fait de se le dire, ça peut arriver. Et pour l'avoir testé, les gars, je crois que je suis devenu un spécialiste des Oui, reprises, du désentraînement et de se réentraîner. Ça m'est arrivé de, pendant 2-3 semaines, faire un bench par semaine, 3 séries, et de faire un PR à l'issue bien sûr. de ces 3 semaines. Par contre, le contre-coup, il arrive après, c'est que oui, on se désentraîne progressivement, parce que au bout de 4-5 semaines, bah, les perfs elles commencent à chuter un petit peu, on commence à encaisser un petit peu moins le volume. Peut-être que là où on n'avait pas de douleur avant, elle commence à revenir parce que on est un petit peu désentraîné, etc. Si on veut persister avec ces mêmes charges-là. Par contre, ça prend quand même un certain temps et c'est pas une Oui. semaine, quoi. Après, c'est pour mon cas. C'est pour mon cas. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Je pense que pour des athlètes un peu plus confirmés, comme j'ai dit, c'est peut-être voilà. Mais bon, même comme ça, j'ai quand même l'impression que c'est une notion. Le désentraînement, c'est un peu voilà. D'ailleurs, On crie au désentraînement c'est bien facilement. ta réflexion là, parce que ça m'amène juste à ce qui est pour moi et ce qui me paraît être le point noir, on va dire, du deal tel qu'il était conçu avant, moi aujourd'hui, mais que en fait, cette absolue nécessité de réduire drastiquement la charge d'entraînement à la fin du bloc, même quand souvent il n'y a pas vraiment de fatigue aberrante à corriger, en fait, ça fait plus faire le yo-yo au niveau de la charge d'entraînement que ça ne sert à éliminer la fatigue. Et quand la réduction elle est trop drastique, et c'est peut-être un peu le fonctionnement qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait des blocs qui étaient vraiment très, très, très durs. On arrivait sur le deload, on avait tendance justement à pas faire grand-chose, en faire trop peu. Et en fait, on fait juste le yo-yo. Et typiquement, c'est à la reprise la Ouais, on a semaine des variations et les brutales après. voilà, c'est pour ceux qui sont familiers avec la notion de charge aiguë sur charge chronique. Ces variations brutales, elles sont pas souhaitables. C'est pour ça que je préfère quelque chose qui est lissé en termes de charge Oui. d'entraînement, quitte à jouer sur la variabilité, quelque chose qui est lissé, supportable, que quelque chose qui est montagne russe, grosse charge d'entraînement versus gros repos, quoi. Et ça, je pense que Après, c'est un piège pour les jeunes athlètes. J'ai après, pour nuancer un petit peu le truc charge aiguë, charge chronique, faudrait demander à Antoine, je pense qu'il en sait un peu plus que nous, Antoine kinésithérapeute, parce que il me semble que c'est pas quelque chose qui fait trop consensus et même avec les Non, années, non, ça a tendance à un petit peu. oui, non, mais le concept est débattu, Mais mais je pense ça peut être le explicatif. concept Ouais, n'est pas aberrant, tu vois. c'est ça, ouais. Le concept, moi, il me parle en tant que coach. Euh, Ça me paraît évident. Mais après, je sais pas si d'une semaine à l'autre, ça a un réel effet. Moi, je me dis, par exemple, là où ça peut avoir un réel effet, c'est si pendant 4 semaines, on passe de faire 15 séries à 3 séries et qu'on revient à la 5e semaine, on remonte à 15 direct. Je pense que pendant les 4 semaines, on a eu le temps de se désentraîner un petit peu et de remonter à 15 d'un coup. C'est peut-être pas Non, mais le meilleur call. tu vois Par contre, des schémas. d'une semaine à l'autre, Bah, historiquement, oui. je l'ai vécu plusieurs fois, tu vois, des schémas, je sais pas, je vais dire des chiffres au hasard, hein, mais du 15-3-15, enfin 15-15-15-3-15, et où C'est quoi ok, Non, c'est mais, quoi ces non, chiffres? mais tu vois, 15 séries, on prend, je sais pas, je vais prendre le squat, je veux dire 15 séries, 15 séries, 15 séries, ton bloc, voilà, ton deload, 3 séries, bloc suivant, 15 séries, tu reprends en semaine 1, 15 séries, il y a plusieurs, enfin, même 20 peut-être, il y a plusieurs fois où ça a pété, tu vois. Et beaucoup plus que dans des situations où j'aurais fait Mais 10, 10, 10, 8, 10, 10, 10, tu ouais. vois. Bah, Je pense après, t'es un peu dans un contexte particulier, je pense. Non, mais Je sais pas si c'est très là, je transférable. parle de choses beaucoup plus tôt dans ma pratique, tu vois, où j'étais. Ok, où t'avais pas encore Non, bah, cette typiquement, hanche non, capricieuse. mais typiquement, bah, la semaine où j'ai commencé avec Reactive Training Systems à l'époque, Ah oui, euh, je me souviens. j'avais fait un gros bloc, je crois, avec Corentin de squat, et j'ai dû faire peut-être 2 séries de squat dans la semaine qui a précédé. Enfin, la reprise avec un nouveau bloc par RTS. Et, et en fait, j'ai très mal supporté la première semaine et à la fin, je me suis déchiré l'ischio, quoi. Parce que j'avais des courbatures pas possibles sur lesquelles je me suis entraîné et ça a pété. C'est pas drôle, Et ça mais m'est arrivé. ça me fait rire. Ouais, ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ils sont là pour se foutre de. Voilà. On se Aïe, moque de aïe. mon malheur. L'anecdote de C'est là que fou. C'est là Mais que. mec, c'est marrant.
J'imagine la situation, tu te dis, yes, je vais prendre un coach en qui j'ai confiance, je vais progresser. Tu lâches 200 balles. Tu lâches 200 balles. No joke, les gars. L'anecdote, c'est que j'avais fait un post Insta pour dire, ouais, regardez, je vais être coaché par RTS et tout ça. Et ça a duré 3 jours. Voilà, 3 jours. Et 3 jours déchirure de l'ischio sur du split squat. Bon, après, on se moque pas du coaching ou quoi, c'est des choses qui Ouais, peuvent ouais, arriver. Non, hein. pas du Après, tout. D'ailleurs, voilà. typiquement, là, c'était de ma faute. Hein. J'avais trop d'e-load entre les deux blocs. Bon, après, ils n'avaient pas non plus pris trop d'infos là-dessus, mais ils pouvaient pas savoir que ça allait se passer comme ça. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Je leur jette pas la pierre. Hein. C'est juste que c'est sûr que c'est pas la façon idéale quand tu débourses $220 par mois Ouais. de commencer le suivi, quoi. Donc, J'y- tout ça pour dire que je suis méfiant un peu sur les montagnes russes de charge d'entraînement. J'ai beaucoup, beaucoup de choses en tête là. Donc, faut que je l'envoie parce que je vais tout oublier sinon. Ce que je voulais dire, du coup, David, par rapport au désentraînement, enfin, finaliser un petit peu sur ça, c'est qu'il y a une part, à mon sens, assez importante d'individuation par rapport à la technique de l'athlète et à la technique en termes Oui, d'à quel point elle est je pense, spéciale, ouais. sa technique. Typiquement, un bencher qui a un énorme pontage avec très peu d'amplitude, forcément, il va se entraîner plus vite que quelqu'un qui a peu de pontage avec un bench plus conventionnel, plus musculaire en quelque sorte. Et au même titre que quelqu'un qui squatte avec la barre extrêmement basse, les pieds très larges, etc., comme on en voit pas mal dernièrement, forcément, il va se désentraîner plus vite que quelqu'un qui a une technique plus classique, en quelque sorte. Donc ça, forcément, ça entre en ligne de compte sur la gestion du pivot et du deload. Et il y a un autre point que je voulais dire. Oui, si, ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est que par rapport au demi-pivot, ça c'est un truc que vous pourrez peut-être éventuellement tester de votre côté. Le seul prérequis, à mon sens, c'est que vu que tu finis, dans mon exemple, ton gros SBD de fan block en semaine 4, enfin, semaine 4 ou peu importe, le samedi, et que tu recommences un autre SBD, par exemple, le samedi suivant, le pivot, le demi-pivot que je fais est extrêmement léger et peu spécifique. C'est pas un washout non plus, mais il est très peu spécifique. C'est-à-dire que si l'athlète il a 3 squats, en début de semaine, il aura qu'un seul squat. S'il a 2 terres, potentiellement, il aura même pas de terre en fait. C'est-à-dire qu'il va faire son terre le samedi fin de bloc et le prochain terre, ce sera le début de bloc de la semaine suivante. Et s'il a 4 bench, il aura 2 bench mais allégés. Pour justement permettre, vu que le timing de réduction de fatigue est drastiquement réduit, mais pour permettre de quand même pouvoir réduire beaucoup de fatigue en, en cette faible quantité de temps. Je te coupe juste, washout, c'est le fait de rien faire, c'est ça? Ouais, oui, voilà, c'est ça, exact. C'était pour caricaturer, Ouais, mais en quelque sorte. j'ai déjà un peu fait ça. Alors au début, c'était pas volontaire, enfin c'était pas planifié, c'était un peu soit un bloc qui se finit très mal et voilà, il faut juste faire la jonction avec le bloc suivant, soit des histoires de contraintes de compétition, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une stratégie qui peut être pas mal, d'autant plus si par exemple les grosses séances sont en début de semaine et Oui, l'athlète voilà, a fini entre guillemets mentalement son bloc dans la mesure où il a fait sa dernière grosse séance. Là, tu as dit le samedi, mais ça pourrait être par exemple lundi, bien sûr, mardi, il a fait lundi, ses ouais. gros bench, gros squat, gros deadlift. Et donc dans ce cas-là, bah oui, on peut imaginer, et c'est un peu comme ça que je l'ai utilisé les fois où je l'ai fait, un jeudi, vendredi, ou un vendredi, samedi, des séances vraiment beaucoup moins spécifiques. Donc vraiment un deload très condensé, C'est ça. très, très light et très condensé. Et c'est une stratégie qui peut être sympa. Moi, le seul bémol que j'y vois, c'est un peu le côté. Dans ce cas-là, je sais pas si je mettrais pas quand même un petit côté un peu semaine d'intro sur la première semaine, même léger, pour qu'il y ait quand même la possibilité de souffler un peu de ce Oui. côté. Bah, ça y est, je suis rebalancé direct dans mon bloc. Et ça y est, il faut que lundi, je reperforme direct comme je l'ai fait le lundi d'avant. Euh, Alors, pour répondre sur ce c'est point-là, une stratégie, voilà. Vas-y, vas-y. ouais, je disais, pour répondre sur ce point-là, qui est intéressant, c'est comme je disais, en fait, il y a des prérequis au demi-pivot. C'est qu'il faut pas que ton athlète, il ait fini son bloc à 10, tu vois. Sinon, ça va pas fonctionner. Ça va être compliqué. Enfin, ça peut fonctionner, mais si tu le fais tel quel, la semaine 1 du nouveau bloc, donc après le pivot, va être très fastidieuse parce qu'il n'aura pas, probablement pas récupéré. Et du coup, là où normalement en semaine 1, il est relativement frais, en temps normal, là, il ne sera pas et du coup, ça va être assez compliqué.
Et ce que je voulais dire également, c'était que souvent, enfin moi en tout cas dans mon cas de figure, par rapport à ce que tu disais Ben, ne pas aimer les grosses réductions de volume, etc. Perso, je suis assez scolaire sur ça dans le sens où j'utilise vraiment le pivot dans cette optique de mon athlète, il a atteint sa semaine de pic, et du coup le pivot en fait suit cette semaine-là. Donc généralement, ça veut dire qu'on fait le pivot pendant une semaine où il aurait eu un niveau de performance égal ou moindre. Et dans certains cas de figure, un crash total. Moi, justement on avait fait l'expérience avec mon coach, mon time to peak c'était 4 semaines, on avait commencé la cinquième, j'étais explosé. C'était vraiment le plus improductif possible. Et du coup, dans ce cas-là, tu te dis que là, la réduction de volume, de charge de travail globale, elle est pertinente et limite nécessaire parce que sinon, ça voudrait dire que tu ferais cette semaine de travail dans des circonstances de fatigue très importantes, donc potentiellement pas très productif, tu vois. Donc Oui, voilà, je pense que effectivement, dans ce design-là, de toute façon, c'est rarement une bonne idée de poursuivre le bloc. Maintenant, tu vois, même si je réduis la spécificité, etc., je ferai en sorte sur des exercices où il y a moins la pression de performance, de maintenir quand même un volume d'entraînement. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on fait tous, hein. Finalement, ces remarques-là, elles ne s'appliquent pas, je pense, aux stratégies qu'on met en place, mais plutôt à des choses oui, qui se faisaient peut-être plus par le passé et des gens qui peuvent le faire encore un peu parce qu'ils ont cette conception de le deload, c'est en fait mon corps qui en a besoin parce que sinon il va oui, oui. exploser. Il y a peut-être plus de risques en fait de se réexploser en reprenant son bloc qu'en faisant un petit peu Ouais, au plus final, tu sur shifts un peu Ouais, clairement. de volume sur les mouvements de comp, par exemple sur des, des machines ou des mouvements un petit peu moins spécifiques. Ouais, c'est ça. Ouais, au final, tu Voilà, peux ça peut être des maintenir un choses comme certain ça. volume. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que je rebondis très vite sur ça. C'est vrai que ça a peut-être pas été assez appuyé dans notre discussion, mais de base, l'intérêt de l'aspect désensibilisation du pivot, outre l'aspect stimulus en tant que tel, le mot littéralement, c'est aussi en quelque sorte pour réinitialiser le time to peak. Parce que du coup, si tu, au lieu d'arrêter, admettons, on prend l'exemple du time to peak de 4 semaines, si tu continues 4 semaines de plus, en fait, ton time to peak, il est flingué et c'est très improbable que tu aies un autre vrai pic de performance. Et en gros, la logique de base, c'est quand même celle-ci, c'est de se dire, tu as un time to peak parce que tu répètes ton même microcycle. Bon, après, du coup, ce qu'on dit là est très spécifique à la planification emerging strategies, hein, du coup. Mais tu répètes ton même microcycle, donc ça veut dire que tu vas atteindre justement entre ta semaine 1 et ta semaine de pic, tu auras la magnitude de progression la plus importante possible. Et du coup, ça n'a pas d'intérêt forcément de continuer ou d'essayer de rallonger le bloc parce que la magnitude va drastiquement réduire. Ta magnitude maximale sera vraiment entre ta semaine 1 et ta semaine de pic. Donc en fait, c'est pour ça que du coup, tu restes sur ces cycles-là et que tu cales des pivots entre temps pour justement, entre guillemets, t'entraîner que sur des magnitudes de progression maximale. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais Ouais. Je pense que ça serait intéressant de se faire un autre podcast à l'occasion sur le time to peak parce que, pareil, je pense qu'on a pas mal de choses à dire. c'est vrai. C'est pas une notion qui parle forcément à beaucoup de monde. Et je pense que ma vision des choses, et David, je sais pas, on n'en a pas reparlé récemment, mais ma vision des choses a pas mal évolué. Peut-être sur les raisons derrière le time to peak, qui peuvent moduler le time to peak justement et le rendre peut-être pas si immuable que ça. Enfin, en tout cas, j'ai tendance à penser qu'il est plus psychologique qu'il est physiologique aujourd'hui. Peut-être que je me trompe, c'est une possibilité. Mais c'est pas parce qu'il est psychologique qu'il n'existe pas. Mais pour moi, je pense qu'il y a ces leviers-là qui jouent derrière. Et, et je pense que ça serait une autre Oui, discussion parce que on a déjà eu ouais, c'est 1h20 de pas mal. discussion. Je pense que Ben, si on continue si on là-dessus, on continue est là-dessus, on parti va devoir dealer jusqu'à de la parole avant de pouvoir reparler. on va faire un petit pivot avant C'est d'enchaîner ça. C'est sur un ça. autre podcast. Un pivot de 3 semaines. D'ailleurs, si on poste pas régulièrement sur C'est Instagram, ça, ouais. c'est parce qu'on fait des pivots. Euh, et, Moi, et voilà. Donc, après un post, une semaine de moi, quand je bloc, trois m'entraîne pas semaines pendant de 2-3 semaines, c'est que je fais un taper, d'arrêt. c'est pour ça. Je prépare mon retour à la salle. Bon, les gars, ça fait 1h20 Sur là. taper. En plus, J'ai sachez beaucoup quoi moins de le faire. luminosité chez moi, donc sur la qualité de la vidéo, ça se Ouais, verra, mais hein. moi, ma light, elle s'est coupée depuis au moins une demi-heure, là. Bah, je pense que moi, je pense que j'ai abordé un petit peu tous les points que je voulais aborder. Il y en a peut-être un ou deux que je vais laisser. Bon, pas grave. Euh, si vous voulez Moi, j'en ai aborder qu'un d'autres. encore à aborder.
Ah ben vas-y. D'accord. Bah, dans ce cas-là, le dernier point sur lequel je voulais vraiment, au final, conclure ce podcast, parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, est très important, c'est le lien, du coup, qu'on avait émis tout à l'heure entre l'aspect psychologique et le pivot, et notamment l'adhérence, et donc, par extension, le burn-out. C'est quelque chose, donc là, je m'adresse directement aux téléspectateurs. C'est un point qui me tient à cœur parce que il faut quand même pas oublier qu'à l'origine, pour plus de 90% d'entre nous, on pratique l'AFA non pas pour être champion du monde ou non pas parce qu'on est champion du monde, mais avant tout par plaisir, parce que c'est un sport qui nous plaît, c'est une passion. Donc je trouve ça dommage de voir énormément, notamment de jeunes, parce que c'est un phénomène qui touche beaucoup les jeunes et très jeunes, burn-out et être dégoûté de l'AFA au bout de 6 mois, un an et demi, 2 ans, 3 ans en fait. Parce que c'est un sport qui, s'il est bien pratiqué, peut être pratiqué pendant longtemps, qui peut être et rester intéressant pendant longtemps. Et en fait, la réflexion que j'ai envie d'amener, qui au final fait un petit peu office d'ouverture, c'est que l'intérêt du pivot sur un plan très court terme, puisque c'est généralement une semaine, il peut être en quelque sorte étendu à une réflexion plus globale qui est de se dire, pendant ton pivot, tu vas faire des choses qui vont être différentes entre tes blocs, justement pour l'aspect adhérence, tout ça, et pour sur ton cycle, si on prend un cycle de 6 mois, sur 6 mois, avoir des petites périodes justement où tu relâches un petit peu la pression physiquement, mentalement, tu réduis un petit peu tes douleurs, et du coup, le combo de récupérer physiquement, d'avoir moins de stress et moins de pression psychologique, éventuellement aussi d'être moins sous ammoniac non-stop, moins sous caféine, parce que ça aussi c'est un intérêt que j'ai pas mentionné, mais c'est vrai que souvent j'encourage mes athlètes à stopper ces deux choses-là pendant les pivots, pour justement se désensibiliser un petit peu à la caféine, notamment dans le cas de la caféine. Et le fait d'éventuellement, si tu as des douleurs, les réduire, parce que forcément, généralement, c'est un frein au plaisir à l'entraînement d'avoir mal, c'est logique. Et enfin, d'apporter de la variété, de faire des trucs fun qu'on fait pas d'habitude. En fait, le combo de ces 5 choses-là permet, on va dire, sur un plan moyen-long terme, de garder un petit peu plus de plaisir à l'entraînement. Mais c'est pas ça qui va à lui seul éviter le burn-out. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors évidemment, on peut, durant les blocs, en tant que coach, nous, amener 2, 3 petites variétés au niveau notamment des assistances et des variantes de temps en temps ou différents formats pour maintenir un petit peu d'adhérence. Mais au-delà de ça, en tant qu'athlète, il faut aussi garder à l'esprit que l'AFA, c'est un sport, c'est une passion, mais c'est pas votre vie à 100%, c'est pas ce qui vous fera gagner de l'argent et ce n'est pas votre identité en tant qu'être humain. David, si je lui dis qui es-tu, il va pas me dire ouais, je suis un pratiquant de force. Bien C'est pas le sûr, cas. oui. Et si jamais, Je vais même te dire mes et si, charges sur les mouvements. oui, voilà. Et si jamais, admettons, vous êtes dans ce cas de figure, c'est que littéralement, quasiment la seule réponse que vous avez à donner lorsqu'on vous pose cette question, c'est ça, il y a un problème quelque part, littéralement, c'est malsain pour vous-même. C'est un sport, c'est une passion, ça vous prend du temps et beaucoup d'investissement, oui, ça c'est sûr, et c'est parce que ça vous importe et c'est une bonne chose, mais ça ne vous définit pas en tant qu'être humain. Vous n'êtes pas le résultat de vos performances. Ça fait partie de vous, évidemment, mais ce n'est pas qui vous êtes. Donc pour l'adhérence à terme, éventuellement, voilà, vis-à-vis de la pertinence du podcast, utiliser des pivots, utiliser un petit peu de variété de l'entraînement. Mais au-delà de ça, voilà, remettez la pratique de votre sport dans un certain contexte. Il vaut mieux progresser un petit peu plus lentement et pratiquer. Enfin, ça c'est mon opinion en tout cas, sauf si vous êtes déjà au niveau européen ou plus. Mais si vous êtes pratiquant lambda, parce que là au final on s'adresse à plus de 90% des gens, il vaut mieux progresser un petit peu plus lentement, mais progresser très longtemps, ne pas trop se blesser et surtout s'entraîner longtemps parce qu'on a envie de s'entraîner longtemps, plutôt que de progresser extrêmement vite mais pas longtemps, ou de façon extrêmement irrégulière en dents de scie, ou éventuellement en ayant des blessures assez récurrentes qui nous sauvent dans la progression. Ça aussi, c'est une réflexion que j'ai eue en tant que coach, parce que les athlètes ont souvent tendance à avoir une vision qui est très tronquée au court terme. Ils voient 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le bloc. Allez, on va dire les plus éclairés d'entre eux, ils vont voir 2 blocs, mais généralement pas plus loin, alors que généralement, déjà quand on prend un coaching, généralement, si on fait les choses correctement, c'est pas pour 3 mois, c'est pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et du coup, si on prend cette time frame, j'ai plus le mot en français, cette durée de temps. Ce cadre-temps. Ouais, ce cadre temporel, ouais, si on prend ce cadre temporel de 2, 3 ans, c'est là où en fait on peut commencer à remettre des choses un petit peu plus en question sur le court terme et sur certains principes, voilà, être un petit peu plus précautionneux parce que on se dit au final si j'ai 30 blocs à faire sur 3 ans,
ben, ce qui va faire ma progression, c'est pas le cumul des 3 premiers blocs, c'est justement ma capacité à maintenir cette progression sur 30 blocs. Et du coup, ça passe par l'adhérence, par le fait de ne pas avoir des périodes où on arrête de s'entraîner complètement, où on n'a plus envie de s'entraîner, où on va s'entraîner, mais sans aucune conviction, et du coup, on le fait mal, et de façon pas productive, ou alors avec des blessures. Ouais. Ben, je Voilà, suis c'est tout d'accord, pour mais moi. Merci à tous et à toutes. je suis d'accord, mais je pense que même au-delà de ça, même je pense que même quand tu es athlète, pas lambda, mais même athlète compétitif à haut niveau, je suis pas sûr que d'avoir cette mentalité ou cette voilà, attitude voilà, vis-à-vis de la motivation et tout, toujours la tête dedans, on sort jamais, voilà, on sort jamais la tête du guidon, etc. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose pour, voilà, pour être dans des bonnes prédispositions ou des bonnes dispositions pour Oui. progresser. Je pense que Donc en vrai, Je mais pense qu'à tout niveau, il faut toujours garder une forme d'équilibre et toujours garder du plaisir et de la passion. Donc c'est sûr c'est que ça. Et En en fait, fait, faire toujours 4 pas, même voilà, faire 4 pas en avant pour faire 3 pas en arrière et ainsi de suite, c'est extrêmement fou. Je pense David, on peut le certifier. En fait, je pense que de toute façon, si on fait les choses bien, il y a déjà de fortes chances pour que, à un moment donné, des blessures arrivent, des setbacks oui, dans c'est la vie ça. personnelle, des choses qui font que de toute façon, il y aura des moments où on recule. Je pense que de toute façon, il faut plutôt chercher à faire 2 pas en avant, 2 pas en avant, 2 pas en avant, plutôt que d'être sans arrêt. Voilà. Je parlais tout à l'heure des montagnes russes de volume. Bah, ça peut être les montagnes russes de la progression, de la blessure, les montagnes russes psychologiques. Bien sûr. Dans n'importe quel domaine, c'est pas non plus la folie, quoi. À vivre, c'est Oui. assez merdique, quoi. Et en l'occurrence, en FA, par expérience, les approches très agressives, alors dans l'agressivité, on peut mettre tout l'aspect psychologique, l'aspect quantité de volume énorme, hyper spécifié, tout ça. Ce sont des approches qui généralement fonctionnent extrêmement bien, extrêmement vite à court terme, et qui donnent d'excellents résultats, mais c'est généralement pas des approches qui permettent une linéarité de la progression dans le long terme. De mon mais observation, évidemment, on trouvera toujours des contre-exemples d'athlètes qui font ça depuis des années et progressent très bien. Mais pour la majorité des gens, en tout cas, c'est pas des choses qui sont très tenables à long terme. Et c'est en ça que pour moi, du coup, je fais une espèce de petite conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit. Le pivot est intéressant, même si c'est pas nécessaire d'en faire systématiquement un entre chaque bloc, après avoir la longueur des blocs, tout ça. Parce que, comme on disait avec David par rapport à la prophylaxie, au pire des cas, le bénéfice sera net. Voilà. Et il y a de fortes chances que ça soit quand même un petit peu positif. Pardon, le bénéfice sera pas net, le bénéfice sera nul. Et il y a des chances que ce soit positif. Donc, si vous vous posez la question, surtout si vous n'êtes pas un pratiquant ultra compétitif, est-ce que je dois faire des pivots ou pas, et que vous n'êtes pas sûr, ben, moi, en tout cas, ma petite conclusion générale, ce serait notamment si vous vous auto-planifiez, ça ne mange pas de peine d'en faire. Ça ne va pas vous faire perdre 40 kilos total sur votre progression à l'année. Par contre, ce que ça peut faire effectivement, c'est maintenir une bonne adhérence, limiter vos douleurs, voire vos blessures, et permettre en fait de pérenniser votre pratique tout simplement. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est bien résumé. Pour les powers qui sont en burn-out, un petit numéro s'affiche en haut de votre écran. Euh, on met ça à combien, les gars? tu me donnes. 5 euros la minute. Ouais, 5 euros la 5 minute, euros c'est la bien. minute, c'est bien. Allez, c'est parti. Non, mais bon, plus sérieusement, je pense que la discussion a bien duré. On a fait quelques petits apartés sur différents sujets. On a mis des tacles à droite à gauche. On va mettre nos protèges tibia pour les prochains podcasts. Et Et ça finit sur une métaphore, si c'est pas beau ça. voilà. Et on retient. Ah, ça, c'est le meilleur Voilà. podcast. On peut pas mettre un podcast en métaphore. C'est pas un podcast de strength développement. Voilà les gars. Bon bah je vous laisse là et puis on vous dit à N'oubliez bientôt. pas, n'oubliez pas, dans la description, tous les liens pour demande de suivi, nos articles, nos comptes Instagram. Celui de Damien, je mettrai tout dans la description. Si vous hésitez entre Damien ou nous pour le coaching, prenez-nous. Et... Ouais. Ouais, ouais, ouais. non, et voilà, mais voilà. Tout est dans la description. Abonnez-vous, laissez-nous 5 étoiles. Il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. Pareil sur YouTube, lâchez votre like, ne soyez pas radin. Voilà. Voilà. Là, Et là, on vous dit à la prochaine. on voit que tout le professionnalisme de David s'est effondré lorsqu'il s'agit de mendier de la visibilité sur les réseaux.
Là, il n'y a plus personne. Là, la Ouais, mais standardisation. vous comprenez, ça, La vous standardisation. comprenez, ça on a nous vu- aide. Vous comprenez, ça nous aide, ça nous fait plaisir, les likes, tout ça, C'est important, c'est important. c'est C'est pour important. nourrir la famille. C'est pour la mama. Voilà. Ciao tout le monde.